quand on quitte la ville pour s'installer en milieu rural, il y a un objet qui prend une énorme place dans votre budget, dans votre espace de vie et dans votre vie tout court, c'est votre voiture. Ou plutôt, devrais-je dire, vos voitures. Parce que quand on est comme nous, un couple avec jeunes enfants qui vivons dans un hameau sans commerce, ni école, ni infrastructure, vous réalisez très vite qu'avoir 2 voitures est une nécessité. Et il faut avouer que c'est un vrai confort d'avoir son véhicule à soi. Ici, point d'embouteillage, le stationnement est possible et gratuit presque partout, et les temps de trajet sont sans surprise. Pour parcourir 15 km, il vous faudra 15 minutes. Vivre à la campagne sans voiture paraît donc impensable, et on comprend la frustration qu'a pu engendrer la réduction de la limite de vitesse sur route départementale à 80 km/h, comme la détresse que représente pour certains ménages la hausse du coût du carburant. Est-ce un luxe de disposer de 2 véhicules rien que pour nous ? Comment ignorer l'impact de ce confort sur l'environnement ? De quelles solutions alternatives dispose-t-on ? Pour proposer des réponses à ces questions, j'ai invité dans ce podcast Marie Huyghe, experte des mobilités en milieu rural. Marie nous explique de manière très claire que ce sujet revêt un aspect à la fois social et environnemental et présente le rôle des parties prenantes individuelles et collectives pour faire en sorte que les mobilités durables trouvent leur place dans les territoires ruraux. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse Béton et bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Amélie. Vous êtes chercheuse en urbanisme et consultante. Vous allez nous expliquer tout ça. Et votre spécialité porte sur les mobilités en milieu rural. Alors, les mobilités en milieu rural, c'est un sujet qui présente plein de facettes. Est-ce que vous pourriez me présenter l'enjeu de ce sujet ? De quoi parle-t-on quand on parle de mobilité en milieu rural et en quoi c'est un problème ? Alors, je dirais qu'il y a 2 enjeux principaux. Enfin, peut-être si on situe le sujet au départ, quand on parle de mobilité en milieu rural, évidemment, on a tous un objet en tête, c'est la voiture. Et aujourd'hui, la mobilité en rural, c'est une mobilité tout automobile, c'est un système tout automobile. Cette dépendance à l'automobile, à la fois des citoyens et des territoires, elle pose un grand nombre d'enjeux, mais j'en retiendrai 2. Il y a d'une part des enjeux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des ménages, une partie de la population qui n'a pas accès à ce système tout automobile et donc qui rencontre des difficultés d'accès à l'emploi, aux services, au commerce, à la vie sociale, à la vie culturelle, etc., à la vie citoyenne même. Donc des enjeux sociaux et puis des enjeux évidemment environnementaux. Puisque le secteur des transports est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Et dans ce secteur des transports, le transport routier et donc le transport automobile émet aussi une part importante des émissions de gaz à effet de serre françaises. Donc finalement, le problème de cette dépendance automobile, elle est à la fois environnementale et à la fois sociale. Et donc, la question, c'est comment est-ce que on réduit cette dépendance à l'automobile tout en maintenant un droit à la mobilité pour tous. Très clair, merci. Votre thèse de doctorat était centrée, je crois, sur les individus, m'avez-vous expliqué, et donc leur rôle dans les mobilités en milieu rural, alors que votre rôle de consultante aujourd'hui est orienté vers les collectivités et les entreprises, et on reviendra là-dessus évidemment. J'aimerais qu'on revienne sur les individus quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils peuvent, dans ce que vous venez de décrire ? Il faut bien bosser, il n'y a pas d'autre choix, il faut prendre la voiture. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu en milieu rural pour s'abstraire des problématiques que vous venez d'exposer ? Alors, peut-être que je peux revenir, avant de répondre à votre question, sur pourquoi moi je me suis intéressée aux individus. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur la mobilité en milieu rural, c'était une thématique qui était approchée uniquement par un angle technique et infrastructurel. C'est-à-dire que les réflexions qu'il y avait, c'était surtout qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative. Et donc, à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, on parlait surtout de transport à la demande, transport collectif mais non régulier. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me suis dit, mais
est-ce que on pourrait pas regarder d'une part si, tout d'abord, si s'il y a des marges de manœuvre en fait du côté des citoyens. Qu'est-ce qui se passe du côté des citoyens? Pourquoi est-ce qu'ils se déplacent en voiture? Est-ce qu'ils peuvent se déplacer un peu moins en voiture? Qu'est-ce qu'ils ont comme alternative? Et donc, c'est pour ça, en fait, que je me suis intéressée aux individus, c'est pour regarder quelles étaient leurs pratiques et quelles étaient leurs marges d'évolution. Et en fait, cette approche par les comportements, par la demande, par les pratiques, c'était quelque chose qui, à l'époque, se faisait pas. Donc, c'est pour ça, au départ, que je me suis intéressée aux pratiques. Et aux individus. Et donc du coup, ce qui est ressorti notamment de ma thèse, c'est que chez les ménages ruraux auxquels je me suis intéressée, donc moi j'ai interviewé à peu près 75 individus habitants de territoires ruraux d'Indre-et-Loire, et puis j'en ai suivi une vingtaine dans ce que j'ai appelé un protocole d'accompagnement personnalisé. Enfin, en gros, pendant 2 mois, je les ai suivis en leur demandant comment ils se déplaçaient, puis en regardant s'ils pouvaient se déplacer autrement, en leur proposant des alternatives et en voyant comment ils les accueillaient, ces alternatives. Ce qui est ressorti de cette expérience-là, c'est d'une part que chez les 20 personnes que j'accompagnais, il y avait des marges d'évolution. C'est-à-dire qu'ils se déplaçaient très majoritairement en voiture, mais que ils pouvaient faire évoluer leur pratique, soit en termes de lieux fréquentés, soit en termes de nombre de déplacements, soit enfin en termes de mode utilisé. Et donc ça, c'était un résultat en tant que tel, c'est-à-dire oui, ces gens habitent des territoires ruraux, mais ils peuvent faire évoluer leur pratique. Et donc, ils peuvent faire évoluer un peu leur dépendance à la voiture. Alors évidemment, c'est pas le cas pour tous les individus, c'est pas le cas pour tous les motifs de déplacement, c'est pas le cas tout le temps. Mais en tout cas, cette dépendance à la voiture, elle peut être un peu diminuée. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Alors, du coup, si je reviens sur votre question de départ, qui était est-ce que en tant qu'individu on peut agir, je vais encore répondre d'une façon détournée, désolée, mais en disant il faut pas mettre sur les individus toute la responsabilité. Ce serait complètement se tromper que de dire que les individus ont la possibilité de répondre, de modifier leur comportement et de répondre en ça à tous les enjeux environnementaux, sociaux. Et évidemment, quand je dis ça, je pense à tous les enjeux liés au changement climatique où on a souvent tendance à faire peser sur les individus toute la responsabilité et toutes les solutions. Donc, sur ces thématiques de mobilité, en fait, il faut bien se rendre compte que la responsabilité, ou en tout cas le potentiel de changement, il est partagé entre les individus, certes, qui ont un rôle à jouer, je vais y revenir, mais aussi les collectivités, qui doivent travailler pour proposer un autre environnement de déplacement. Donc, travailler sur l'aménagement du territoire, proposer des alternatives à la voiture. Donc les collectivités ont leur part. Et puis il y a un autre acteur qui me semble vraiment clé, c'est les employeurs. Parce que les employeurs, ils peuvent inciter leurs salariés, et donc parfois un nombre important de salariés, à faire évoluer leurs pratiques. Donc voilà, je pense qu'il y a collectivité, employeur et puis individu. Donc enfin, je réponds à votre question, est-ce que les individus peuvent changer leurs pratiques? Alors, il faut se rendre compte que quand on habite en milieu rural, on n'a pas que des déplacements de longue distance à parcourir. Ça, c'est un des enseignements d'une enquête nationale qui a été réalisée en 2008. Alors, c'est des résultats qui datent, mais qui sont encore valables aujourd'hui, je pense, et qui montrent qu'il y a, je crois que c'est un déplacement sur 2 qui fait moins de 5 km en rural. 5 km, c'est un trajet qui se fait alors pas à pied, mais assez facilement, soit à vélo, soit en vélo à assistance électrique. C'est ce qu'on appelle plutôt des déplacements de courte distance. Et ce chiffre-là, il est intéressant parce qu'il vient un peu s'opposer à ce discours majoritaire sur le rural, qui est en rural, de toute façon, il faut toujours se déplacer loin pour accéder à l'emploi, au commerce, au service. Donc il faut se rendre compte qu'il y a quand même ces déplacements de proximité et que du coup, il y a vraiment un domaine de pertinence, notamment pour le vélo et le vélo à assistance électrique. L'autre chose dans votre question, c'était il faut bien qu'on aille au boulot. Et effectivement, quand on regarde la distance moyenne pour aller au travail en rural, c'est autour de 17 km. Alors 17 km, ça se fait pas facilement à vélo. Un vélo assistance électrique, faut déjà y aller un peu. Néanmoins, je pense que ces déplacements pour le travail, quand ce sont des déplacements qui sont routiniers, ils sont assez faciles à changer. En fait, une routine,
quand on trouve une alternative satisfaisante, elle est assez facile à changer, beaucoup plus par exemple que pour des déplacements spontanés pour lesquels aujourd'hui on utilise la voiture parce que c'est le mode de déplacement qui est accessible. Pour ces déplacements routiniers, il y a une alternative qui est intéressante, c'est le covoiturage. Alors, le covoiturage n'est pas accessible à tous, évidemment, mais pour les gens qui ont des déplacements, ou des horaires de travail qui ne changent pas et qui vont toujours sur le même lieu de travail, donc qui ont des déplacements vraiment routiniers, je pense que le covoiturage a un vrai intérêt. Donc voilà, déjà, on voit qu'il y a des déplacements de courte distance qui peuvent évoluer, et puis des déplacements routiniers pour le travail qui peuvent évoluer. Vous avez fait un teaser en évoquant des alternatives à la voiture, ça m'intéresse. À quoi pensez-vous? Alors en fait, il faut bien avoir conscience que les alternatives à la voiture, on les connaît déjà. Il y a tout ce qui est transport collectif, alors transport en commun, transport à la demande, évidemment le TER. Il y a tout ce qui est modes actifs, donc vélo assistance électrique, marche. Il faut surtout pas oublier la marche, qui est extrêmement pertinente, y compris en rural. Il y a tout ce qui est mobilité partagée. Donc ça va être covoiturage, ça va être autostop de proximité, ça monte l'autostop de proximité. Puis après il y a d'autres alternatives. Alors je pense à l'autopartage. L'autopartage, on joue pas sur l'usage de la voiture, on joue sur la possession de la voiture. Mais ça reste hyper intéressant pour encourager d'autres routines au quotidien. Parce qu'on sait que quand on n'a pas une voiture au quotidien à disposition, en fait, on est encouragé, engagé, voire obligé à penser ses déplacements différemment et donc ça engage des changements de pratique. Donc, vous voyez, les alternatives, on les connaît. Il y a rien de révolutionnaire et je pense qu'il faut pas s'attendre à ce qu'on trouve une solution miracle qui répondrait à tous les besoins de déplacement des ruraux. Aujourd'hui, si on utilise la voiture, c'est parce que c'est le mode le plus pratique, le plus rapide, qui est accessible tout le temps, qui est encore relativement peu cher pour une partie des ménages. On trouvera jamais d'alternative aussi pratique et confortable que la voiture. Qu'elle soit thermique ou électrique. D'ailleurs, le problème est à peu près le même avec les véhicules électriques, qui certes sont meilleurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation du pétrole, évidemment, mais posent tout un tas de problèmes. Donc voilà, les solutions, on les connaît. La vraie difficulté, c'est comment on arrive à les mettre en œuvre. Donc avec quel argent, avec quelle ingénierie, et puis surtout, comment on arrive à les mettre en œuvre de manière coordonnée et pérenne. C'est ça la question, en fait. Vous parliez tout à l'heure du rôle des employeurs dans les mobilités de leurs employés, en particulier les mobilités rurales. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, les employeurs ont un rôle à jouer parce qu'ils peuvent accéder à un nombre important de salariés, en tout cas pour les plus grosses entreprises évidemment, mais aussi parce qu'on sait que les déplacements domicile-travail, même s'ils ne représentent en gros que 25 à 30% de nos déplacements quotidiens, les autres déplacements, c'est pour des motifs achat, sociabilité, etc. Donc ça représente 25 à 30%. Néanmoins, c'est des déplacements qui sont hyper structurants sur nos journées. C'est-à-dire que souvent, le mode de transport qu'on va utiliser pour toute la journée, on va le choisir en fonction du mode de transport qu'on utilise pour les déplacements pendulaires. Et par exemple, on sait aussi que quand on interroge les individus sur pourquoi vous déposez vos enfants à l'école en voiture alors qu'ils pourraient y aller à pied, à vélo, parce que je prends la voiture pour aller au travail. Et à contrario ou en parallèle, si on les interroge sur pourquoi vous allez au travail en voiture, parce que je dépose mes enfants à l'école en voiture avant. Donc on voit que ces déplacements pendulaires, ils sont hyper structurants. Et donc si on arrive à faire évoluer ces déplacements-là, on sait que on peut vraiment limiter l'utilisation de la voiture. Et on sait que ça va aussi avoir un impact sur, je le disais, les déplacements des enfants, etc. Donc c'est pour ça que les employeurs aujourd'hui, ils ont un vrai rôle à jouer. En faisant quoi? Eh bien, ils peuvent jouer, par exemple, alors on parlait tout à l'heure du covoiturage, si on pense aux salariés qui travaillent en équipe, on sait que l'employeur peut faciliter le covoiturage en mettant dans une même équipe des covoitureurs potentiels.
l'employeur peut aussi jouer sur les horaires de travail des employés, des salariés, justement pour permettre le covoiturage, ou alors, j'en sais rien, pour s'adapter à une offre de transport en commun. Donc, en jouant sur ces horaires, en jouant sur la composition des équipes, l'employeur peut avoir un rôle à jouer qui est hyper intéressant. Et puis, il y a un autre rôle que l'employeur peut jouer, c'est en gros jouer un rôle d'animation autour de la mobilité. Par exemple, quand on cherche à favoriser le covoiturage ou la pratique du vélo, on sait qu'il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de faire expérimenter le mode. Parce qu'on a tous un certain nombre de freins vis-à-vis du covoiturage ou du vélo. On se sent pas capable, on connaît personne qui fait les mêmes trajets que nous, donc on se dit que de toute façon, il n'y a pas de covoiturage possible. Et donc, ce qu'on cherche à faire, alors quand je dis on, c'est globalement les collectivités, les collectivités qui cherchent à favoriser le covoiturage et le vélo, en gros, un des leviers qu'elles ont, c'est d'aller organiser des ateliers d'expérimentation ou de sensibilisation auprès des salariés. Et donc là, il est hyper intéressant de travailler avec les employeurs qui vont jouer le rôle de relais pour réussir à atteindre ces salariés. Donc c'est en ça que l'employeur, c'est vraiment une personne ressource sur la mobilité dans les territoires. Et vous intervenez, je crois, en tant que consultante auprès des collectivités territoriales, ou je me trompe? Ouais, non, c'est ça. Et elles ont la main sur quoi? L'expérimentation, ce que vous venez d'évoquer, et sur quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire à leur niveau? Alors, les collectivités, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une loi qui est passée il y a 2 ans, en 2019, la loi d'orientation des mobilités, qui avait notamment pour objectif de clarifier la compétence mobilité. Donc, pour répondre à la question, que peuvent faire les collectivités sur la mobilité? Et puis, de l'autre côté, qui peut agir sur la mobilité? Qui doit agir sur la mobilité? Donc, en fait, là, en France, maintenant, on a à peu près la moitié des communautés de communes qui ont voté la prise de compétences mobilité, donc qui sont devenus l'acteur légitime pour porter des projets de mobilité. Donc ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire que les communautés de communes peuvent favoriser ou soutenir le covoiturage en organisant, ce que je disais, des ateliers d'animation autour du covoiturage dans les entreprises, en collaborant avec le département pour développer des aires de covoiturage. Pourquoi collaborer avec le département? Parce que les voiries sont départementales et donc évidemment c'est le département qui développe les aires de covoiturage. Les communautés de communes peuvent organiser des services de location de vélos, par exemple. Elles peuvent organiser des services de transport en commun, des services de transport à la demande. Elles peuvent organiser des services d'autopartage. Donc, en gros, les communautés de communes, aujourd'hui, peuvent faire plein de choses, mais elles peuvent surtout faire plein de choses en collaboration avec d'autres acteurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important à garder en tête, c'est que les collectivités ne doivent pas et ne peuvent pas agir toutes seules sur la mobilité. Elles doivent collaborer avec, donc je le disais, les départements, avec la région, qui travaille par exemple sur les TER, et un acteur, donc avec les employeurs, je l'évoquais tout à l'heure, et un acteur qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est les associations. Vous avez aujourd'hui plein d'associations, et notamment en milieu rural, qui organisent tout un tas de choses en termes de mobilité. Ça peut être des services de transport bénévoles, ça peut être des associations cyclistes qui organisent de la formation vélo. Toutes ces associations qui font plein de choses aujourd'hui, il faut que tout ce qu'elles proposent soit valorisé, visibilisé, et que tout ce qui existe sur le territoire soit mis en cohérence. L'idée, c'est pas que la collectivité fasse un truc et qu'une asso fasse la même chose. Ça n'aurait absolument aucun sens. Et donc là, le rôle de la collectivité, c'est de jouer le rôle de chef d'orchestre, en fait. Voilà, de visibiliser tout ce qui existe et tout ce qui est mis en place par tout un tas d'acteurs sur le territoire. Depuis que vous vous intéressez à ce sujet, j'ai 2 questions. Est-ce que vous avez vu une évolution, par exemple dans la prise de conscience des enjeux liés aux mobilités au pluriel en milieu rural? C'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez vu des bons élèves et des bonnes pratiques? Alors, je pense que vous venez de les citer de manière générale, mais est-ce que il y a des coins de France qui sont qui sont meilleurs que d'autres dans le domaine? Est-ce qu'il y a des contextes qui favorisent ce sujet? Voilà, ce sont mes 2 questions. Grosse question. Alors, première question, est-ce qu'il y a eu des changements en 10 ans?
c'est intéressant parce que j'ai justement essayé de faire cet exercice-là de est-ce qu'en 10 ans, donc depuis que je travaille en gros sur la thématique, est-ce qu'en 10 ans les choses ont changé? Alors, à l'échelle macro, à l'échelle globale, je pense que oui, les choses ont changé. Je vous disais tout à l'heure, quand j'ai commencé, on parlait de la mobilité en rural en parlant d'un type de public, donc en gros les publics qui étaient exclus du système tout automobile, donc les publics vulnérables. Et puis on parlait d'un type de solution, c'était des solutions techniques, services de transport à la demande, etc. Bon, et c'était à peu près tout. Et donc, en gros, on ne considérait pas la dépendance à la voiture de ces territoires comme quelque chose de problématique. C'était un état de fait qu'on ne remettait pas en question. Et ce point-là, notamment, a beaucoup changé. Il est devenu acté, je pense, maintenant, dans les esprits de la plupart des gens, que cette dépendance à la voiture, elle est problématique. Évidemment, le mouvement des Gilets jaunes y a fait beaucoup, à montrer les enjeux sociaux liés à cette dépendance automobile. Et puis, il y a aussi eu les municipales, dans lesquelles la question de la mobilité a eu une place importante et dans lesquelles les élus ou les candidats se sont rendus compte que les habitants des zones rurales ne se satisfaisaient pas ou plus de la voiture et rien d'autre. Donc, en fait, je dirais qu'en 10 ans, déjà, le sujet est venu sur la table, alors qu'il y a 10 ans, je pense qu'il l'était beaucoup moins. Donc en ça a changé. Et puis, je vous le disais, il y a aussi cette loi d'orientation des mobilités qui est venue dire maintenant, il faut lutter contre les zones blanches de mobilité et il ne faut pas que les territoires ruraux soient exclus de cette dynamique mobilité durable qu'on essaye d'engager. Et puis, la troisième chose qui a changé à l'échelle un peu globale, c'est que concrètement, l'État a lancé depuis 2018 différents appels à projets qui encouragent notamment les territoires peu denses à porter des projets de mobilité durable. Donc oui, je pense que les choses ont changé. Après, très concrètement, si on regarde les pratiques des ménages, si on regarde les chiffres de la dernière enquête qui a été menée à l'échelle nationale, concrètement, on est encore dans un système qui est hyper dépendant de la voiture. Bon, ce côté-là, il est hyper décourageant, mais le fait que ça commence à bouger à l'échelle nationale et puis à l'échelle locale, je vais y revenir, nous laisse espérer qu'il va y avoir un impact dans les pratiques. Je rappelle, l'objectif pour les bureaux d'études, pour les chercheurs, etc., c'est que il n'y ait plus d'inégalité sociale et territoriale liée à ce système de mobilité. C'est-à-dire que personne ne soit exclu d'un territoire où personne ne puisse vivre correctement sur un territoire parce qu'il n'a pas une ou deux voitures. J'entendais, par exemple, dans un de vos podcasts, monsieur le maire d'une petite commune dire « Ici, il faut bien avoir conscience que pour venir vivre, ici, il faut 2 voitures. » Et je me disais « Ben non, justement, c'est contre ça qu'il faut qu'on arrive à agir et c'est à ça qu'il faut qu'on arrive à proposer une solution. Faire que oui, des ménages qui ont une voiture puissent quand même réussir à se déplacer. Et donc, grâce à des systèmes vélos performants, grâce à de l'autopartage, je pense qu'on peut réussir à faire évoluer cette situation. Donc voilà, ça c'était ma réponse à votre première question, très longue. Et ma réponse à votre deuxième question, est-ce qu'il y a des bons élèves? Alors, concrètement, il y a une région qui se détache quand même pas mal. C'est la région Pays de la Loire. Ils sont très en avance. Il y a beaucoup de communautés de communes, notamment, qui font des choses très intéressantes. Qui font des choses alors très intéressantes en termes de contenu, en termes de diversité aussi, de projets qui sont portés. Et je dirais ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des politiques de mobilité durable qui s'instaurent de manière pérenne. Et ça se voit notamment dans la posture des élus par rapport à cette thématique mobilité, c'est-à-dire que la mobilité durable devient une vraie politique publique. Alors que je pense que c'est pas le cas dans encore beaucoup de territoires dans lesquels la mobilité, c'est un sujet qui soit est complètement impensé, soit sur lequel on ne sait pas comment agir. Et donc, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que c'est une thématique qui est encore peu traitée et donc on ne sait pas toujours par quel bout la prendre. Est-ce que vous auriez un message aux auditeurs de ce podcast, donc qui sont pour la plus grande partie des citadins qui rêvent d'aller s'installer en milieu rural? Est-ce que vous auriez un message à adresser à ces personnes sur le sujet des mobilités? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir avant de s'installer? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Voilà. Alors, il faut d'une part effectivement avoir conscience
de cette dépendance des territoires, de cette dépendance de l'individu à l'automobile et avoir conscience de son coût. C'est-à-dire que, alors certes, quand on s'éloigne des villes, le foncier est moins cher, les maisons sont moins chères, mais par contre, il faut avoir conscience que le budget mobilité, c'est un coût qui n'est absolument pas négligeable. Voilà, donc ça c'est la première chose. C'est un peu le point vraiment négatif, mais qui est, je pense, vraiment réaliste. La deuxième chose, parce que j'ai beaucoup parlé de dépendance à la voiture depuis le début. Il y a donc une dépendance des territoires, notamment les territoires ruraux, périurbains ont été construits autour de la voiture depuis une cinquantaine d'années. Et je dirais qu'il y a un autre volet dans cette dépendance à la voiture, c'est une espèce de dépendance dans les politiques qui sont menées. Je le disais à l'instant, il y a des territoires dans lesquels la mobilité c'est un impensé, et donc concrètement, ça veut dire que rien ou pas grand-chose n'est fait pour contrer cette prédominance de la voiture. Mais je pense qu'il y a des territoires dans lesquels aujourd'hui les pouvoirs publics s'engagent, c'est ce que je disais à l'instant, les pouvoirs publics s'engagent pour apporter des solutions. Donc je pense que aller vivre en rural, ça veut pas forcément dire aujourd'hui tomber dans cette dépendance à la voiture. Et je pense qu'il y a des territoires dans lesquels il est aujourd'hui possible de développer des modes de vie dans lesquels, évidemment, oui, il faut avoir une voiture, mais pas forcément 2 voitures par ménage, pas forcément une voiture qu'on va utiliser pour tous les déplacements. Et du coup, je fais référence une nouvelle fois à un autre de vos podcasts que j'ai écouté, celui de Claire Desmar, qui parlait justement de la voiture, et tout de suite après, qui disait « mais c'est lié à un mode de vie ». Et c'est vrai, l'utilisation de la voiture, elle est liée au mode de vie qu'on développe. Elle est liée, par exemple, au nombre d'activités qu'on fait, au rythme qu'on a au quotidien. Alors, c'est facile à dire, puisque pour la majorité d'entre nous, les rythmes nous sont imposés. Les rythmes du travail, les rythmes de l'école, les rythmes des activités. Mais je pense qu'on a quand même, en partie, le pouvoir de choisir les lieux qu'on va fréquenter, les horaires, et on peut choisir un mode de vie qui essaye de diminuer cette dépendance à la voiture. Et j'ai un mot qui me vient en tête, c'est le mot de sobriété, qui est un levier qu'on essaye de porter auprès des collectivités, auprès des individus, puisqu'on sait que c'est un levier, c'est le levier qu'il faut actionner si on veut vraiment notamment lutter contre le changement climatique et limiter nos émissions de gaz à effet de serre. La sobriété, ça veut notamment dire réussir à se déplacer moins. Alors se déplacer moins, mais mieux, je comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais notamment se déplacer moins. Encore une fois, on n'a pas toujours le choix, mais je pense que pour certains d'entre nous, on a quand même un peu le pouvoir de construire notre mode de vie autour de la mobilité qu'on veut avoir, sachant encore une fois que la mobilité, aujourd'hui, notre mobilité, elle est au service de notre quotidien, elle est au service de notre consommation, de notre alimentation, de notre vie culturelle, de notre vie sportive, etc. Donc, je pense qu'on peut choisir le cadre dans lequel on vit pour avoir une mobilité qui permette de se déplacer autrement qu'en voiture. Qu'en voiture solo, pardon. Je parle toujours de la voiture, c'est la voiture solo qui est importante. Ce sur quoi j'aimerais que les territoires avancent, c'est notamment se former à tous ces enjeux-là, pour essayer de comprendre en fait la question que vous m'avez posée au début, pourquoi en fait la mobilité en rural c'est un sujet et pourquoi on essaye de faire bouger les choses. En fait, je pense qu'aujourd'hui il y a encore chez certains élus notamment, chez certains peut-être chargés de mission, mais il y a encore un manque de maîtrise de ces enjeux-là qui explique aussi que dans certains territoires la mobilité reste impensée. C'est parce que le constat que je fais, moi, au départ, ce constat de la dépendance à la voiture est problématique, donc essayons de sortir de cette dépendance. Aujourd'hui, ce constat et ce diagnostic, ils font pas consensus du tout. Ils sont pas partagés par la totalité des élus et ils sont pas, du coup, à la base des projets ou des politiques qui sont menés. Donc, en fait, moi, si j'ai une envie, c'est que globalement, on arrive tous à se former à ces enjeux-là et à comprendre en fait que tous ces discours-là, tout ce que je viens de raconter
c'est pas un discours anti-voiture, c'est pas un discours anti-automobiliste, c'est pas un discours anti vie en rural et pro ville, absolument pas. C'est un discours qui dit attention, regardons tous les ménages qui aujourd'hui sont dans des difficultés très importantes parce que elles n'ont pas accès à la voiture ou parce que la voiture leur coûte trop cher. C'est un discours qui dit regardons la planète qu'on est en train de construire pour nos enfants et prenons bien conscience du poids de nos mobilités, en l'occurrence, sur cette situation-là. C'est ça, en fait, que je veux dire. Et ce que je veux dire surtout, c'est on a tous, à notre niveau, qu'on soit collectivité, employeur, simple citoyen, on a tous un poids et on peut tous faire des choix pour essayer de se déplacer un peu différemment. L'objectif, c'est de sortir de cette dépendance à la voiture. Et oui, ça passe par de la contrainte envers la voiture, ça passe par le développement d'alternatives, ça passe par une réflexion sur nos modes de vie et sur nos manières de nous déplacer. Et oui, ça passe par, certainement, pour beaucoup, une perte de confort, mais aussi par un gain de plaisir, de fierté, de lien social, de ce qu'on veut quand on écoute les cyclistes ou les covoitureurs ou les piétons. Il faut pas oublier aussi ces attraits, ces atouts au mode alternatif à la voiture. Donc voilà, c'est ça. C'est pas un discours négatif, c'est pas un discours anti, c'est un discours plutôt allons-y, on peut bouger pour aller vers un système moins inégalitaire. Donc allons-y. Merci Marie. Merci à vous. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.